Donc, pause pédagogique qui sera animé par Pierre Mourdon, qui est formateur à l'IFSI de Climat, et Jean-Rodolphe Maconga, qui est médecin interniste à Libreville, au Gabon. Et qui portera autour de la relation soignant-soigné, mais dans le sens du crédit, je ne sais pas trop comment exprimer ces termes-là, mais en tout cas, d'accord, que le soignant, que le médecin, puisque c'est centré sur le médecin, accorde aux patients. Et puis vous vouliez faire les liens avec le contexte de la formation aussi dans la relation de confiance du formateur par rapport au formé. Voilà, donc on est arrêté. Merci beaucoup, merci Dr Pélassi à sa présence et de nous avoir un peu spoilé. C'est pas grave, on peut l'évoquer. On peut l'évoquer très bien. Donc, bienvenue pour cette pénultième pause pédagogique de l'année, et peut-être de tout. Qu'on est ravis d'animer avec Jean-Rodolphe, et on est ravis de votre présence à tous. Merci beaucoup. Ok, alors pour débuter, on voulait faire une petite histoire que je vais vous raconter, pour introduire un peu le sujet. Alors, l'histoire se passe il y a quelques années en arrière. J'étais encore infirmier à l'époque dans un service d'urgence adulte. Et puis, un jour, un monsieur se présente en fin de matinée aux urgences. Donc moi, j'étais infirmier à l'accueil. Et puis, ce monsieur voilà, avait l'air un peu, pas trop malade, mais un peu gêné. Donc il vient, il se présente à la banque d'accueil. Il dit bonjour, voilà, pourquoi est-ce que vous venez? Il dit écoutez, je suis embêté, j'ai eu un petit accident à la maison en jardinant. Ok, très bien, alors est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Et le monsieur m'explique qu'il est tombé en jardinant et qu'il s'est blessé. Bon, d'accord, vous avez une blessure, qu'est-ce qui se passe? Et le monsieur m'explique à ce moment-là, d'un air encore plus gêné, qu'il est tombé sur une courgette. Alors, c'est le moment où généralement, en tant que soignant aux urgences, on commence à mettre en place 2-3 choses dans son esprit, et où il faut essayer de garder un peu son sérieux aussi, pour développer un peu l'histoire avec le monsieur qui est tombé sur sa courgette, et qui, du coup, a toutes les raisons de passer aux urgences, effectivement, vu qu'il est passé même après au bloc opératoire. C'est une petite histoire que je trouvais intéressante pour présenter un peu le thème, qui nécessite quand même de la réflexion autour de la confiance qu'on accorde aux patients en tant que soignants, et qui est le sujet de l'article d'ailleurs qu'on a évoqué, de Rachel Grob et des autres co-auteurs, autour de pourquoi est-ce que le médecin devrait faire confiance à son patient. En l'occurrence, dans le contexte des urgences, c'est très important que ce monsieur sente que, à minima, on a tendance à le croire un petit peu pour qu'il n'ait pas envie de partir en courant et d'essayer de se soigner tout seul, ce qui serait peut-être pire d'ailleurs. Voilà. Et on a envie, en début justement de ce travail-là, d'évoquer avec vous 2-3 réflexions qui sont des fois amenées autour de pourquoi est-ce qu'on doit faire confiance aux patients, et vous mettre dans la tête un petit peu cette thématique-là. Je vais passer le relais à Jean-Rodolphe pour la suite. Alors, on va essayer de vous proposer des affirmations, et vous allez essayer de réfléchir quelques secondes. C'est que ces affirmations vous renvoient dans votre esprit par rapport à la notion de confiance envers les patients. Donc, le soignant est plus honnête que le patient. Oui. Bon. On espère. Et le syndrome méditerranéen, il existe? Oui. Bon, ok. Alors, un patient addict n'est pas digne de confiance. C'est faux. Vrai ou faux? Bon, ouais, faux. Bon, ok. Voilà, donc là on a vu effectivement avec les patients un petit peu cette thématique-là, cette réflexion autour de est-ce qu'on peut faire toujours confiance à son patient? Est-ce que c'est facile? C'est des choses qui nous semblent intéressantes aussi de creuser un petit peu avec vous. Et quand on a lu l'article avec Jean-Rodolphe, on s'est posé la question aussi de est-ce que cette confiance qu'on donne par exemple au patient peut être transposable en tant que formateur à un étudiant? Donc on avait envie d'évoquer avec vous aussi 2 petites affirmations autour de cette liaison entre le formateur et l'étudiant. La première, c'est en entretien individuel, l'étudiant cherche à manipuler le formateur. C'est des situations que vous avez connues. Certains. Voilà. Et l'autre affirmation qui peut être intéressante, c'est je vérifie parfois ce que m'affirme mon étudiant. Ah, donc j'entends toujours des bien sûr. Donc là, on retrouve effectivement cette vraie question centrale de la confiance de ce que vous apporte votre étudiant, et à quel point on peut faire confiance à ce que dit le patient, ou l'étudiant en l'occurrence. Alors, on voulait faire avec vous un premier travail de groupe.
pour réfléchir autour de cette thématique, puisque l'article est bâti sur deux parties principales. La première partie qui pose dans l'article, c'est pourquoi le soignant doit-il croire son patient? Donc on va faire 4 groupes, si vous arrivez à vous répartir un petit peu. Ça va faire des groupes de 4 ou 5, je crois. Et on va vous laisser une dizaine de minutes pour essayer de réfléchir entre vous à pourquoi le soignant... On a eu un petit souci de support papier qui est arrivé, donc c'est pas très bouillant. Vous pouvez l'utiliser si vous voulez, mais n'êtes pas obligé de répondre au questionnaire qui est ouvert si vous vous servir d'un partie blanche. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez courgette. Non, il y a une courgette aussi, celle-là. Servez-vous la partie blanche du papier si vous voulez le support, merci. Alors, on va vous laisser une dizaine de minutes réfléchir à pourquoi, selon vous, le soignant devrait-il croire son patient. On va réfléchir ensuite au travers de l'article, ce qui est proposé par les auteurs. On vous laisse réfléchir là-dessus. Pourquoi, selon vous, le soignant devrait-il croire son patient? Si déjà il vient de voir vous étiez les informations. Oui, sur les informations. Les données que ce soit des patients. Alors, c'est lui qui est concerné. Mais pour avoir des données, donc récolte des données. On part du principe que c'est le patient qui vient avec une demande. Oui, on est là pour aussi l'aider, l'accompagner pour répondre à ses attentes. En fait. Répondre au mieux à ses attentes. C'est ça? Parce que cette relation-là, soigné, elle se base sur une relation de confiance. C'était là où je voulais en venir, mais c'est bien. Une relation de confiance. Établir une relation de confiance. C'est ça. C'est un fait. Oui, après, de toute façon, ça va donner des hypothèses qu'on va vérifier par la suite et on peut réaffiner dans la relation ce qui a été dit. En tout cas, ça permet aussi de raconter plus de montrer que de raccourcir. Mais parce que là, la question qui pose, c'est justement les arguments qui vont pas dire qu'il faut le croire, même si ça nous paraît. Même si ça nous paraît. Cette relation, mais oui, elle est biaisée. Ça peut biaiser la relation et la confiance que le patient peut avoir envers le médecin, je pense, non? Et qu'après, il peut ajuster s'il voit que le médecin est prêt à écouter. Et puis, un exemple classique, quand les gens tapent contre un mur de colère, tapent contre quelqu'un de colère, ils se cassent cette place-là. Le cinquième état, ouais. Le cinquième état. Et les gens racontent en général, ils sont tombés dans les escaliers. Mais finalement, moi, je suis partie du principe que je m'en fous. Et qu'ils soient tombés dans la... Après, mais en général, je sais bien que c'est pas vrai, mais tout ça change rien à mon traitement. Parce que Oui, ça ne change pas grand-chose. Est-ce que ça change De toute façon, même si le patient est consciemment, c'est qu'il a des bonnes raisons. Moi, c'est que voir être sur un même niveau, il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre, donc du coup, il n'y en a pas un qui est censé plus. Enfin, la réciprocité, ouais. Ah non, mais ça rejoint ce qui est dit. Non, on l'a dit oralement. Ah ok. Parce donc, l'équilibre, permettre la réciprocité dans la relation, c'est ça. Il y a un truc, c'est que quand on fait tout ça, quand on croit en ce patient, il a vraiment envie d'être acteur, il ne subit pas, il n'attend pas que ça tombe tout cuit, il se prend en main. En fait, moi je trouve que là-dedans, ça permet d'instaurer un partenariat avec le patient, et le partenariat avec le patient, il sera
un niveau de partenariat si le patient est disponible, et puis il sera dans une approche plus centrée si le patient n'y est pas. C'est ça. Donc, de permettre un partenariat avec le patient. Donc, permettre la réciprocité de la relation, un partenariat avec lui. C'est ça? Oui, tu peux même remettre un autre point. Se placer dans une approche de partenariat avec le patient. Le partenariat avec le patient. D'accord. Du coup, dans partenariat, tu mets le patient comme acteur, c'est bien ça? Oui. Donc là, ce que j'entends dire, le fait qu'il soit acteur, c'est renforcé. Quand on croit en son patient, il a envie, voilà, quand il sent que la personne est soignante pour lui ou autre, Toi, t'obtiens rien. donc renforcement, c'est vrai, hein, tu me donnes pas, je te donne pas, quoi. Renforcement, non, parce que j'ai eu des soignants comme ça, il n'y a pas longtemps. Il y a ça 12 jours. Oui, c'est son Et soi-disant, c'était syndrome dépressif, je sais pas. Et ma mère qui dit oui, mais quand même, son médecin qui accepte l'arrêt maladie et tout. Je dis oui, mais en fait, quand tes patients viennent te voir, moi je suis pas là pour juger de. Oui, c'est ça. S'il est vraiment. Enfin voilà, moi de ce qu'il me dit, je suis obligée de croire. Et à un moment, je vais pas présumer qu'un tel est vraiment dépressif et que l'autre, il fait sa Tu vas pas comédie. dire, vous êtes vraiment dépressif? Non mais c'est ça, et je dis on va pas non plus faire en sorte que parce qu'il y en a un sur 10, 15 ou 20 qui ment, que les 19 autres se trouvent complètement Oui, et puis après, c'est ça l'important en aussi. Du coup, si tu difficulté, quoi. discrédites lui, après tu vas discréditer les 9 autres qui sont peut-être vraiment. Mais c'est ça, et il n'y a pas de raison pour que la majorité paye pour une minorité qui ment. Mais est-ce que c'est réellement un mensonge? C'est-à-dire pour quelle raison le patient modifie ses propos? Bah, t'as l'exemple là, t'as l'exemple de la honte, du j'ai peur d'être jugé. Pour accentuer en fonction de la prise en charge qu'il veut. Oui, des fois t'as les j'ai mal pour, enfin, aux urgences. Je rajoute un peu ma douleur parce que comme ça je vais passer très peu. Oui, voilà, c'est ça. T'as les bénéfices secondaires en fait, les patients qui retirent notamment sur des fois certaines pathologies chroniques, tout ça, Ceux qui ont envie de prendre une soignée. Encore un jugement en faveur de Eh ben oui, mais c'est le principe du croire. Ah ouais. On va la question, faut-il croire son médecin? C'est vrai. Bah aussi, La hein. mise en aussi. doute. Bah, en fait, c'est ça, c'est que c'est intéressant, c'est que nous, on leur demande de partir du principe que ce qu'on leur dit, c'est la vérité et qu'il faut nous croire, donc sinon, on les croit. Enfin, c'est la réciprocité. Je me dis surtout que vous ne pouvez pas si vous en posez quelque chose. L'idée, c'est pour ça qu'il a dit, je vais plus vous voir dans la réserve. Parce qu'il y a des éléments Dans ma tête, propres à son patient, sur la relation humaine. Sur le soignant aussi. On a beaucoup de choses sur le patient. Quand le soignant croit en son patient, quelle est la plus-value pour le soignant? C'est à ma responsabilité aussi. Si elle a vraiment un truc. Ouais, on en a qu'un, tu vois. La motivation à exercer sa profession. C'est ça, c'est ce que je me suis dit. Je me dis, mets de côté ton a priori et fais comme il faudrait faire normalement. Dans la notion de relation justement à l'étudiant, la relation avec quelqu'un qui a un rapport normal à l'autre. Le fait de croire en lui de manière non discutable. En fait, c'est des Mais bon, la plus-value, je disais, on a un seul argument de plus-value, en tout cas pour le soignant. On a tout ce qu'il faut pour le patient, on a ce qu'il faut dans la relation elle-même, mais pour le soignant, à quoi ça lui sert vraiment à lui, à part la motivation? Je pense que Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver quelque chose? tu gagnes en efficacité aussi. En sentiment d'efficacité? Motivation. Déjà. Bon, bah. Rassurez-vous, on n'a pas fini de faire Alors, on va faire un petit peu, écouter un peu ce qu'ont dit les groupes, et puis on va pouvoir confronter un petit peu avec ce qu'a proposé l'article.
le groupe de Sandrine, par exemple, qu'est-ce que vous avez évoqué par rapport à la question? Pourquoi est-ce que, selon vous, le soignant devrait-il croire son patient? On a trouvé 3 catégories d'éléments, ceux qui sont directement en lien avec la qualité de la relation, centrés sur le patient et centrés sur le soignant. Alors, je les donne en vrac. Obtenir un recueil de données exhaustif fiable, ça permet en tout cas cela. Ça permet de répondre au mieux aux attentes précises du patient. Faut que j'aille un peu plus doucement. Voilà, donc répondre au mieux aux attentes du patient. Ça permet d'établir et de maintenir une relation de confiance. Ça permet au soignant de rester motivé dans sa pratique professionnelle quotidienne. Ça permet la réciprocité de la relation. Ça permet de faciliter le partenariat avec le patient, avec le renforcement de sa posture d'acteur dans sa prise en soin. Merci beaucoup. Donc le groupe d'Isabelle, oui. Que j'entends chuchoter des réponses déjà. Alors, c'est très synthétique. Alors, pourquoi selon vous, on ne doit jamais croire le patient dans le sens où c'est pas péjoratif, c'est dans le sens où quand il y a une demande, il faut être à l'écoute, mais il faut aller creuser, à savoir si cette demande est réellement la demande du patient, si, pour ne pas se tromper dans la réponse en tout cas. Donc de toute façon, il faut aller vérifier. Par exemple, synthétique était peut-être un peu trop synthétique pour moi, honnêtement. Par exemple, je rejoins le groupe précédent, un recueil exhaustif de tout ce qui... D'accord. Alors, si je comprends bien ce que tu viens de nous dire, on ne doit jamais croire le patient, c'est-à-dire qu'il faut aller creuser plus loin que ce qu'il nous dit. Et s'il dit, par exemple, qu'il a une douleur dans l'hypocondre droit, donc du coup, qu'est-ce que tu veux aller chercher dans ces cas-là? Plus loin que de ne pas le croire simplement qu'il a une douleur dans l'hypocondre. Quel est le contexte? Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que c'est pareil que d'habitude, etc. Et creuser les choses. Est-ce que pour toi c'est une question dans ces cas-là de croyance de ce qu'il dit ou est-ce que c'est une question de pertinence de ce qu'il dit? Puisque quand on pourrait croire qu'effectivement il y a vraiment une douleur dans l'hypocondre droit. Donc quand vous déclarez, je pose la question à toi, mais ça peut être effectivement au reste du même du groupe, qu'il faut sur la base a priori jamais croire le patient et aller creuser un petit peu, est-ce que c'est une question plutôt de croyance ou de pertinence dans ce cas-là? C'est plutôt de pertinence, parce que finalement ce qui est gênant c'est le fait de croire ou pas croire. Je veux dire, si vis-à-vis de tous les patients, on garde, c'est ce que disait le groupe d'ailleurs, une procédure qui permet de savoir si on est toujours au plus juste, qu'il mente ou pas, on s'en sortira et on lui donnera la réponse adaptée. Je parle au nom des... pas du tout. Ok, très bien. Bon, au moins, c'est la réponse qu'on a entendue. On va pouvoir passer au groupe de Léla, par exemple. Alors, nous on est parti du principe que c'était la base de la relation, donc la confiance, et que de toute façon, ce que va nous dire le patient va nous faire émettre des hypothèses, et on va devoir vérifier ces hypothèses, et après, en fonction des hypothèses, le discours va peut-être pouvoir changer du patient s'il voit que d'abord on l'a cru. Donc il y a une histoire d'hypothèse. Après, il y a aussi une histoire d'objectif. Quel est l'objectif du patient, quel est l'objectif du médecin, là, parce qu'en l'occurrence c'était plutôt le médecin. Donc le patient il va être traité, le médecin veut traiter. Donc si enfin, quelle que soit la raison qu'il est donnée, finalement si on concourt au même objectif, on n'a pas à vérifier son histoire. Par exemple, on pense à la fracture du 5e méta aux urgences où les gens sont régulièrement tombés dans les escaliers alors qu'en fait ils ont tapé contre un mur. Mais finalement qu'ils aient tapé contre un mur ou qu'ils soient tombés dans les escaliers, ça ne change pas de traitement. Donc il y a des choses où il faut vérifier, il y a des choses finalement, c'est l'histoire du patient et on lui laisse cette histoire-là. Après, il y a une autre chose, c'est que le patient est en droit de raconter quelque chose parce que ça peut être comme ça qu'il interprète son histoire, enfin, c'est son propre vécu, un peu comme la douleur. On n'a pas, nous, à juger de l'intensité de sa douleur, c'est son vécu. Donc on prend les choses comme elles sont et finalement ça rentre dans nos hypothèses aussi diagnostiques. Voilà. Donc il y a une question primordiale, c'est est-ce que ça change quelque chose à la prise en charge, ce qu'il nous a raconté? Ok, on va en discuter juste après.
Je vais me tourner vers le dernier groupe. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers le dernier groupe éventuellement, savoir s'ils avaient mis des choses équivalentes, différentes. Non, dans l'ensemble, on avait mis pas mal de choses qui ont déjà été dites. Après, il y avait aussi le risque, si on part du principe qu'on ne peut pas croire les patients, de projeter tout un tas de préjugés ou d'idées préconçues qu'on peut avoir. Enfin, typiquement, le syndrome méditerranéen, c'est le meilleur moyen de passer à côté d'un diagnostic grave aux urgences. Et ça, c'est déjà arrivé. Enfin, moi, j'ai déjà eu des fois en consultation des patients qui arrivaient un peu vindicatifs envers leur médecin traitant habituel, disant oui, mais ça, je lui en avais parlé, il m'a pas écouté ou il m'a pas cru. Et bim, résultat des courses, j'ai un problème, en fait j'avais un cancer, en fait je faisais un infarctus. Et en fait, on en vient à la relation de confiance, de dire là j'ai pas été pris au sérieux et ça augmente le degré un peu de reproche qu'il peut y avoir et ça nuit beaucoup à la relation de confiance. Ok, très bien. Merci à vous. Alors on va voir que dans ce que dit l'article, dans ce que retrouvaient les chercheurs au travers d'articles qui mettent en lien ou au travers de leurs recherches eux-mêmes. Donc les chercheurs, c'est effectivement Rachel Grob, Gwen Darien et David Meyers. On retrouve beaucoup de choses que vous avez dit autour de cette thématique-là. Donc ils ont classé ça eux en 5 parties principalement. La première, c'est effectivement croire que son patient améliore le diagnostic. Il reparle de l'étude qui montre que la plus récente, une étude qui réfléchit sur combien de temps met le médecin avant d'interrompre son patient qui est en train de lui raconter son histoire. La dernière étude qu'ils évoquent, eux, parlent de 11 secondes. C'est-à-dire qu'il se passe 11 secondes entre le médecin dit « racontez-moi ce qu'il arrive » et lui commence à l'interrompre pour la première fois. Les auteurs disent que c'est corrélé avec des études qui datent, il y en a régulièrement au fur et à mesure des années, et que ce temps, depuis 1970, est toujours de moins de 30 secondes, donc extrêmement rapide. Et ils disent qu'effectivement, ça permet d'améliorer le diagnostic parce que ça permet aux patients de développer les différentes choses, les différents symptômes qui vont pouvoir permettre au médecin de construire son diagnostic. Donc commencer à lui faire confiance, ça va me permettre aussi effectivement de croire plus facilement ce qu'il lui dit, puisque le patient vit ses symptômes, pour l'accompagner dans son diagnostic. Deuxième point qui est marqué par les auteurs, c'est que croire son patient améliore sa motivation à devenir engagé dans sa santé. Donc on sait qu'on parle de plus en plus d'une organisation en partenariat avec le patient sur la prise en charge de ses soins. Donc si on rapproche ça un petit peu des théories de la motivation, de Roland Viau notamment, on retrouve que quand on croit son patient, on renforce sa perception de contrôlabilité, parce qu'il se sent reconnu, et on renforce sa capacité de réussite, puisque s'il est cru, on lui fait confiance, et du coup, ça va permettre pour lui d'être plus acteur de sa santé, de se sentir plus acteur de sa santé. Donc ça l'encourage, lui, à devenir plus partie prenante dans sa prise en charge. Le troisième point qui est évoqué, c'est que croire son patient rend plus heureux dans sa pratique, ou pour le praticien. Parce que croire son patient, en fait, on revient au sens du soin et au sens relationnel du soin, qui est perdu malheureusement quand on cherche systématiquement des diagnostics, des symptômes, ce genre de choses. Et du coup, les praticiens qui ont tendance à plus croire leurs patients sont souvent reconnus comme plus heureux dans leur pratique. Le quatrième point, mais ça on l'a retrouvé effectivement dans ce que vous disiez beaucoup, c'est que croire son patient l'amène à plus croire en vous aussi. Ben, la relation de confiance, elle est souvent bilatérale effectivement. Donc quand le médecin croit plus en son patient, le patient a plus confiance dans le médecin. Ce qui fait que si à un moment le médecin ou le soignant commence à lui donner des informations, ben, le patient va être plus à même de les suivre. Donc en termes de pertinence, de suivi du traitement, des choses comme ça, on gagne du temps, on gagne de l'amélioration de la prise en charge. Et puis le dernier point qui est évoqué par les auteurs, c'est que croire son patient est un facteur majeur de la qualité de la prise en charge des personnes vulnérables, des personnes handicapées, des personnes originaires de cultures différentes, font ressortir majoritairement la difficulté à être cru par leur médecin. Et ça, on pourra en discuter effectivement après sur la question suivante. Mais du coup, effectivement, croire le patient, c'est un facteur majeur de la qualité de la prise en charge des personnes vulnérables. Donc ça, c'est les 5 points qui sont évoqués dans l'article, mais qu'on retrouve dans beaucoup de choses que vous nous avez dit effectivement sur le recueil des données. Donc ça, c'est ce qui va être tout ce qui est sur l'amélioration du diagnostic, sur l'écoute, sur le partenariat, on va retrouver effectivement la motivation à devenir engagé dans sa santé. Voilà. Sur la pertinence d'information, ça va être aussi effectivement le diagnostic. Alors effectivement, les auteurs ont mis 2 parties dans leur article, et la deuxième, on voulait vous faire réfléchir aussi dessus. C'est sur la question suivante. Maintenant que, a priori, on voit quel intérêt a le soignant à faire confiance à son patient, la deuxième question, on va vous faire un travail de groupe de la même façon, c'est maintenant, que doit faire le soignant pour montrer qu'il a confiance en son patient?
Donc on va vous laisser retourner en groupe pendant une dizaine de minutes aussi, pour essayer de réfléchir à cette question-là. Quelqu'un d'autre veut prendre? Est-ce que vous voulez qu'on reformule la question? Donc le doit faire ou que ne doit pas faire, c'est pareil. Hein. Il y a ce qu'on peut faire et ce qu'on ne doit pas faire. Ouais, c'est un peu ça. J'ai eu un doute tout à l'heure. C'est assez pas ça pour moi. C'est un carré. Toi, tu signes ici. Ne fais pas la même bêtise. Juste de tenir compte de ça aussi, c'est hyper important. Éléonore, tu veux passer à Karen, elle n'a pas signé. Ah, merci. Donc là, il y a l'équitative, il y a la reformulation. Tu bouges ton oreille comme ça. On est concentré sur ce qui est dit, on a Dans la relance. comment dire, tout ce qui est dit est important. Tu vois? Tu fais preuve d'un peu d'empathie. On est dans les Ouais, le non-verbal. on montre de l'empathie. Plus que de la compréhension. Tout ça, c'est c'est l'équitatif, le Roger. Non, mais du coup, je préciserai sur les temps, il y a le verbal. Demander s'il a envie. Le soignant, pour moi, c'est la Ah ouais. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Dans ces formulations, de pas le contredire, justement. C'est-à-dire qu'il doit lui montrer. Il doit montrer les prisons qu'il est là pour les regarde ça. C'est de l'attitude aussi. Il y a aussi l'emplacement. D'accord. Moi, je pense que là-dedans, il y a aussi le fait de vraiment être dans une posture où les objectifs ensemble, on construit vraiment tout le plan de soins ensemble, quoi. Inclure le patient. Dans la démarche. Ouais, c'est le côté partenariat patient, justement. C'est de dire, voilà, on est tous les deux, t'es les soignants, parce que t'es patient, tu soignes toi, toi t'es soignant, puis moi je suis professionnel de santé, je suis soignant aussi. On est deux soignants, et voilà, on va vraiment composer ensemble, on est collègues, quoi, quelque part, dans la façon de décider. Alors, comment je peux retraduire ça? On avait dit utiliser les techniques de com adaptées, communication verbale, non verbale et non-verbale. Utiliser collaboration, adhésion, un truc qui vous colle. Que doit faire le soignant pour montrer qu'il a confiance? Partenariat, c'est vraiment ça, c'est l'incorporer dans son parcours de soins. C'est l'approche centrée, ça. C'est pas l'incorporer en disant non, c'est cool, on va un peu se projeter dans un. C'est vraiment, on va décider ensemble de ce qu'on va faire parce que c'est pour toi, et puis moi j'ai mon expertise établir un professionnelle, partenariat. et puis toi t'es toi, quoi. Et du coup, on est ensemble. Alors, établir un partenariat. Partenariat patient, ouais, c'est bien partenariat. Utiliser les mots du patient. Pas jargonner. Oui, mais au départ, en fait, l'idée c'est de reprendre les mots du patient et de lui expliquer le vocabulaire adapté. Voilà, oui, ah oui, c'est le double. Voilà, soigner. Du coup, ça l'inclut dans, ça le fait rentrer dans le monde du. Ouais, c'est ça. Quelque part, le former sur ce dont il aurait besoin pour être partenaire, quoi. Alors, qu'est-ce que moi j'écris? Établir un partenariat soignant-soigné. C'est bien ça.
c'est reprendre les termes du patient et les mettre en faire la traduction didactique finalement. Reformulation, des techniques de reformulation. Oui. Bah, c'est plus de la reformulation. Que doit faire le soignant pour montrer qu'il a confiance en son patient? Et c'est vrai que si le soignant il explique les termes scientifiques, les termes médicaux au patient, bah, le patient il va se dire tiens là j'ai quelqu'un en face de moi qui parle pas, qui a conscience vraiment, oui, et qui a envie que je comprenne ce qu'il raconte. Établir le partenariat soignant-soigné, c'est bien on tient compte de ce qu'il nous dit. C'est même pas tenir compte de ce qu'il nous dit, c'est composer ensemble de ce qu'on va faire. Ouais, sauf que ça, tu vois ça à l'hôpital, toi? On est là, c'est dommage. Que doit faire le soignant pour montrer qu'il a confiance en son patient? Moi, j'essaie de trouver des trucs. Enfin, je regarde l'écrit, hein. Si ça ne pose pas de soucis simplement à l'hôpital, pas comme ça que ça se passe. Par contre, on arrive quand même à aller non, on arrive quand même par d'autres choses. Alors, comment j'ai écrit quelque chose de je sais que ça, établir un partenariat. Moi, je pense que c'est la traduction alors, dis-moi, comment Traduction didactique, c'est comme ça que ça s'appelle. Non, mais citation des termes techniques. Oui, en fait, c'est reprendre, tu vois, ces symptômes et les rendre. Voilà, vous m'avez parlé par exemple de vous avez mal au ventre en bas à gauche. Alors, moi, tout ce qui est expliqué et réexplicité, ce qui lui arrive, par exemple, processus physiopatho, En fait, l'indication des médicaments. Oui, quelque part, c'est formé sur le jargon médical qui pourrait être utilisé pour qu'il puisse comprendre et puis agir. Enfin, tu vois, s'il reçoit le compte garder rendu, son rôle d'acteur quand on commence à parler technique. S'il reçoit le compte rendu de la consultation ou après d'un examen radio ou quelque chose comme ça, utiliser un vocabulaire, un vocabulaire adapté à la et là, c'est personne. pas utiliser un vocabulaire adapté, c'est lui expliquer les le termes. former sur le vocabulaire technique. Voilà, en fait, c'est reprendre les termes qu'il lui a donnés. Oui. Et tu lui dis, voilà, quand vous m'avez dit ça, alors moi, voilà comment je le traduis dans mon langage. La transformation de docteur. sémantique. Voilà, transformation sémantique. Voilà. C'est bien ça. Bien joué. Le former dans la transformation sémantique de ses mots, de ses problèmes. En fait, c'est lui expliquer la transformation. Faire une transformation sémantique, mais en l'incluant. Il faut lui expliquer, c'est tout. Lui dire voilà, vous dites ça, mais moi je dis comme ça. Voilà. Tout dépend du public. Hein. C'est vrai. Il y a des publics qui peuvent être hermétiques à... Donc faire une transformation sémantique de ses problèmes rencontrés, ses demandes, ses besoins, enfin ses mots, de ses symptômes. De ses symptômes ou de la... Enfin, dans sa prise en charge, voilà, dans les soins. D'accord. Moi, tout ce rôle d'information, d'explication, des gens qui soi-disant s'intéressent. Elle y va? Non. C'est quoi, c'est le congrès des cellules? Non, Sauf Racine. On peut reprendre, s'il vous plaît, c'est l'heure de la restitution. Voilà. Donc, tout à l'heure, Pierre vous a brillamment présenté le pourquoi il fallait avoir confiance ou sinon montrer de la confiance aux patients dans la relation médecin-malade. Nous allons maintenant nous poser la question,
si on a compris l'intérêt, alors comment faut-il le faire? Je crois que c'est le plus, c'est maintenant la partie pratique, c'est-à-dire nous, comment nous devons faire pour susciter cette confiance. Et après, nous verrons la transposition pédagogique, faire le parallèle avec le formateur et l'étudiant. Donc, on va faire le tour de table, comme tout à l'heure, et avant de vous présenter ce que l'article dit, et aussi ce qu'on a pu chercher pour compléter ce que l'article dit. Alors, qui commence? Oh, Marie, Elisabeth. Alors, on va montrer une attitude d'ouverture, d'écoute, de la bienveillance, l'inviter à raconter et ne pas l'interrompre. Faire attention à son langage non verbal aussi, si on a décidé de ne pas l'interrompre, on va montrer que ce qu'il dit met le doute. Reformuler aussi au fur et à mesure pour qu'il se rende compte qu'on est à l'écoute et qu'on a le souci de bien comprendre ce qu'il est en train de dire, puis synthétiser éventuellement pour en venir au fait. Montrer de l'intérêt, ouais, et puis voilà, ce qu'on peut rajouter. Voilà. Oui, alors il y a l'exemple du ah bon, par exemple. Oui, on a entendu un très beau ah bon. Donc voilà, j'ai jardiné, je me suis retrouvée avec une courgette in situ. Ah bon? Ah bon? Alors que ah bon? D'accord. Donc, oui, ils ont insisté pour que j'illustre le. donc, Tu mimes gros, aussi? C'est mettre le patient à l'aise. Et ensuite, il faut éviter, il faut faire attention à sa communication non verbale. Parce que dans la communication, on a tendance à le négliger. Plus de 50% de notre communication est non verbale. Et c'est la communication qui est presque universelle. Celle que vous parlez la même langue ou pas, cette communication elle est partagée par tout le monde. Et parfois même entre espèces différentes. Donc pour ce qui reste des animaux et tout ça, ça revient de quoi je parle. Donc, la communication non verbale, elle est très importante. Alors il y a un autre groupe qui voulait dire quelque chose. Nous, on a parlé au fur et à mesure, hein, donc il y a des choses qui sont redondantes avec le premier groupe, notamment dans la communication non verbale, effectivement. On a beaucoup parlé de la communication non verbale. Laisser des silences pour vraiment laisser au patient le temps de s'exprimer. L'utilisation de facilitateurs, c'est dans le non verbal, hein, c'est justement voilà, des petites phrases, oui, je vous écoute, pour vraiment le montrer. Et puis utiliser les mots du patient, prendre tous les mots qu'on nous dit. Explorer ses représentations aussi. Je disais que c'était important aussi. Ses expériences, et puis éventuellement de co-construire la décision thérapeutique ensemble. De lui laisser des fois des choix en disant, ok, on va essayer. Laisser peut-être des fois le choix sur certaines choses. Bon, je dirais comme c'est Rosa qui a écrit l'article. Et des questions ouvertes. Effectivement, ce sont des points qui sont repris, on le verra tout à l'heure, le partage de la décision, parce qu'il faut bien que la personne se sente concernée dans la décision, et si je me sens concerné dans la décision, c'est un signe vraiment indirect qu'on accorde de l'importance, et que la décision, mon point de vue compte, c'est qu'on a confiance en moi, et effectivement, c'était l'élément essentiel dans ce qu'on doit faire pour susciter de la confiance auprès des patients. Et notre groupe. Oui, nous, tout ce qui était communication verbale, non verbale et paraverbale ouverte, donc on ne va pas revenir sur les détails, on est allé là aussi. Des techniques d'écoute active, de reformulation, etc., on a aussi. Nous, on a ajouté l'importance de lui montrer un partenariat, d'être dans soignant-soigné, vraiment. La notion aussi de pouvoir faire une transformation sémantique dans les soins en fonction de chaque patient. D'accord ? La notion de reformulation a été donnée, mais bien partir des mots du patient, comme le disait Rosa. Et on avait terminé par un truc tout simple, on l'a trouvé en dernier et ça devrait venir, je pense, en premier, c'est lui dire aussi qu'on a confiance en lui. On ne pense pas forcément à dire. Montrer, c'est une chose, mais dire, c'en est une autre. Voilà. Montrer encore donc apparemment, tu as repris un peu ce que les autres... C'est-à-dire notre groupe, on a des similitudes. Le dernier groupe. Globalement, tout a été dit.
notamment quand il y a plusieurs motifs de consultation, même si nous, en tant que soignants, il y en a un qui nous paraît quand même prioritaire, si ce n'est pas celui que le patient exprime comme prioritaire. Vraiment réussir à trouver un compromis en tenant compte des priorités de ce qu'attend le patient et de considérer que ça peut être moins important que ce que nous, on considère comme primordial. Effectivement, le contexte de chaque patient, il est très important. Parce qu'il y a beaucoup de filtres culturels derrière, et ça, on va aussi le voir tout à l'heure dans les éléments que propose l'article. L'article dit de faire attention au non-verbal, effectivement. Et il y a un auteur, Joseph Messinger, qui a beaucoup écrit sur les gestes, ces mots qui nous influencent, ces gestes qui nous manipulent et tout ça. Et donc j'ai pris une couverture d'un de ses livres, qui est très... c'est pas une publicité. Voilà. Et donc la communication non verbale, elle est très importante. Comme je le disais tout à l'heure, c'est la majeure partie de notre communication repose sur les gestes, les paraverbales, les expressions, les intonations et tout ça. Ça c'est très important. C'est très important et il faut faire attention à ça. Rien que par là, le patient peut ressentir son importance en même pas. Parce que comme aussi en formation avec les étudiants, l'étudiant qui ne sent pas trop le regard de son enseignant, parfois il peut se poser des questions et se sent un peu parfois réduit. Donc c'est pareil aussi pour les patients. Parler aux patients, il faut les regarder en face, dans les yeux, c'est parfois important que d'avoir un regard errant, lui parler, parfois il peut se sentir un peu négligé, et ça dissipe vraiment la confiance. La décision partagée, je crois qu'il y a quelqu'un qui a sorti le mot, je crois que c'est Rosa. Effectivement, il faut les intégrer dans la décision. Quand ils sont intégrés dans la décision, il n'y a rien de plus important comme ce geste-là, ou cette attitude qui peut bien témoigner de la confiance. Et là, ça les rassure, et même la suite des soins, ou le projet des soins, il a plus de chances d'être une réussite que l'échec. Ensuite, il y a les biais implicites. Et là, on revient un peu sur le profil de chaque patient. Parce qu'en chacun de nous, nous avons, au fur et à mesure que nous grandissons, nous construisons des prototypes des individus. C'est-à-dire, si j'ai quelqu'un qui a une grande taille, qui est brun, ou qui a une certaine corpulence, automatiquement, je associe un certain comportement à la personne. Si j'ai en face de moi quelqu'un d'une culture différente, j'associe forcément. C'est en dessous du seuil de la conscience, mais c'est en nous. Et c'est ça la réalité humaine. Et ce qui fait que quand on se retrouve face à un patient, il faut toujours tenir compte de sa culture, de son niveau socio-économique, parce que nous-mêmes, dans notre façon de réagir envers la personne, on va être forcément influencé par ça, sans qu'on ne le sache. Et donc, c'est des éléments qui sont importants, c'est des liens implicites qui nous tiennent, et personne n'est épargné. Par contre, c'est de prendre conscience de ça dans l'exercice. Et un des exemples, comment ça marche, par exemple l'effet Pygmalion, c'est vraiment un élément qui a été très bien détaillé sur l'effet Pygmalion à l'école. Je crois que c'est la revue Horizontal et Jacobson qui ont écrit ce livre, je crois qu'il est sorti en 2006 ou 2004. Il est très intéressant. L'effet Pygmalion, c'est tout simplement l'autodétermination qui va, vous voyez, je prends un exemple, lorsqu'un enseignant est dans une classe, il y a des élèves qui pensent être meilleurs et d'autres qui pensent qu'ils ne sont pas bons. Et donc son attitude envers ses élèves va être différente, selon que ce soit l'élève qui l'estime être bon et celui qui n'estime pas être bon. C'est parfois l'élève qui n'estime pas être bon, c'est celui qui va se gonfler le regard, va moins sourire avec lui. Et même les tâches, les exercices qu'il va lui donner vont souvent être un peu à un niveau plus faible. Mais en réagissant comme ça, on autodétermine la personne à ne pas être meilleure en fait. C'est pareil même avec les patients. Il y a des patients, quand on voit il y a des niveaux socio-économiques plus bas, parfois on se dit, ben, tiens, je peux peut-être pas lui proposer tel traitement, est-ce qu'il va vraiment respecter, est-ce qu'il va vraiment suivre ce traitement, alors que quand vous avez une personne qui a un niveau intellectuel ou peut-être plus élevé, vous allez dire, ben, tiens, je peux lui proposer tel type de traitement parce que je pense qu'il pourra adhérer, il pourra respecter. Mais ça, c'est nous qui faisons cette idée, ça peut être vrai, mais derrière ça déjà, il y a un biais. Et ça, ce sont des éléments qui peuvent être
très déterminant dans la confiance qu'il faut susciter auprès des patients. Eux, ils le ressentent, parfois nous pas, mais eux, ils le ressentent systématiquement. Si vous mettez de l'autre côté, vous allez le ressentir. Et il y a aussi, dans les biais implicites, il y a la notion des résonances et de la longévité. La résonance, en fait, c'est le fait qu'on puisse adhérer de façon intuitive, c'est émotionnel. Quand quelqu'un dit quelque chose qui est triste, on a sur le cinéma triste. Vous voyez, quand cette image, mais au cinéma, tout le monde est triste parce que l'action qui passe, c'est triste. Et là, bon, vous avez deux personnes, l'une qui s'en fout complètement de l'autre, donc il n'est pas empathique. En fait, notre exercice, c'est pouvoir naviguer entre les deux, trouver le juste milieu, et dit l'article. Ne pas être trop proche, ne pas être trop distant. Parce que trop proche, patient, bon, c'est trop empathique aussi, parfois ça peut montrer que la personne se sente un peu réduite, un peu trop portée, peut-être incapable, ça peut être lu comme ça. Et lorsqu'on affiche envers quelqu'un qu'on sent qu'il n'est pas capable, parfois ça peut léser la personne et porter atteinte à la confiance. Et à l'inverse aussi, trop loin, c'est de l'antipathie. Et on sait bien que lorsqu'il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de confiance. Alors pour ceux qui voudraient lire, il y a un bon article, comment articuler la résonance et l'anxiété entre ce sont ces deux aspects essentiels dans l'interaction sociale. Vous pouvez regarder cet article. Alors, si on a vu tout à l'heure pourquoi il fallait faire confiance aux patients, comment il fallait le faire pour pouvoir susciter de la confiance et donc améliorer les prises en charge et tout ce que comme Pierre l'a expliqué. Tout à l'heure, en abordant l'exemple sur l'effet Pygmalion, on a un peu abordé de façon déjà anticipée sur la transposition pédagogique. Alors, quelle transposition pédagogique peut-on faire entre la relation soignant-soigné et formateur-étudiant par rapport à la confiance? Il faut savoir que dans les deux cas, c'est une réunion. Il y a l'étudiant à un côté, avec ses perceptions, ses représentations, ses ressentis, qui sont des strates qui ont sédimenté en lui à travers les filtres sociaux, culturels, et tout ça. Et c'est pareil aussi pour l'enseignant ou pour le soignant. Alors cette rencontre va forcément, puisque c'est des personnes qui ont des représentations et des attentes différentes, donc c'est, on va dire, c'est une bombe à retardement pour la frustration. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle la zone de vulnérabilité théorique dans toutes les relations. Elle est là. Alors donc, ça, lorsque ça se passe mal, il y a la distance, le stress, parfois même des traumatismes psychologiques qui peuvent s'engendrer. Et donc, ces éléments vont forcément entraîner une démotivation dans la relation, que ce soit dans l'échange par rapport aux soins, que ce soit le patient ou même le soignant. C'est pareil aussi dans l'éducation. Et là, de l'autre côté, il va y avoir une réaction défensive. Donc on va se renfermer, c'est la rue, c'est la manipulation. Et là-bas aussi, ce sont des marqueurs somatiques anxiogènes parce que c'est des vécus qui vont marquer les personnes, qui vont les léser. Et ça, à chaque fois qu'il y aura une rencontre pareille, ça va susciter le stress et parfois des véritables syndromes post-traumatiques. Et tout ça, c'est négatif pour la relation, c'est négatif aussi pour les apprentissages si on est dans le contexte formateur-étudiant. Et donc tout ça s'entrave l'apprentissage ou l'optimisation des soins. A l'inverse, si on observe ce qu'on a dit tout à l'heure et que tout se passe bien, on va pouvoir montrer de la confiance. Et là, tous les signaux vont passer au vert. On est plus motivé, comme disait Pierre tout à l'heure. Et tout là, les marqueurs somatiques passeront au vert. Ils seront positifs parce que ces expériences vont être agréables. Et là, donc, il y a une assurance et à chaque fois, il y a une bienveillance qui va arriver. De l'autre côté, au lieu de se renfermer, on aura plutôt une ouverture avec plus d'expression libre, optimiser donc les données. Plus on s'exprime, on recueille des données, mieux on se connaît. Donc, ça renforce encore l'assurance. Et in fine, donc, ça améliore à la fois l'apprentissage dans la relation formateur-étudiant, mais aussi les soins dans la relation soignant-soignant. Voilà. Donc, je vais laisser Pierre pour vous faire un récapitulatif sur les mots-clés par rapport à l'article et à ce que nous avons dit tout à l'heure. Voilà, donc au travers, effectivement, merci Jean-Rodolphe, comme a dit, comme vous voyez précédemment, l'article, lui, est centré sur la relation vraiment soignant-patient,
Alors c'est un peu les limites de l'article, puisqu'il se base quand même sur le système américain aussi. Il y a même 2 fois où il évoque l'aspect judiciaire. Il dit notamment que faire confiance aux patients, ça permet d'éviter aussi les poursuites judiciaires à un moment, ce qui est, Dieu merci, pour l'instant moins le cas dans le système de santé français. Cela étant, il y a des points clés qu'on retrouve dans l'article, effectivement, et c'est là, quand on lisait un peu l'article, on se dit avec Jean-Rodolphe, c'est intéressant parce que c'est des choses qu'on retrouve aussi dans la relation pédagogique, et c'est pour ça qu'on voulait partager avec vous cette transposabilité pédagogique. Donc, faire confiance aux patients améliore le diagnostic, et on parlait éventuellement du diagnostic pédagogique dans la formation, donc ça va pouvoir jouer là-dessus aussi. Ça permet l'accomplissement personnel pour le praticien, donc pour le formateur, ça permet d'être mieux dans sa pratique, effectivement. Et ça améliore globalement la relation soignant-soigné ou la relation formateur-étudiant. Donc effectivement, qui là aussi, la relation de confiance va être fondamentale pour la réussite de l'étudiant dans ces cas-là. Comment montrer cette confiance? C'est ce que vous avez très bien dit dans les groupes, effectivement. Faire attention au non-verbal. Donc l'article cite notamment effectivement la notion d'accrocher le regard, le fait de se présenter. Alors on disait tout à l'heure, effectivement, dire qu'on a confiance dans la personne, ça me semble effectivement fondamental. Il parle aussi s'intéresser à ce que dit le patient, ce qui peut apparaître trivial, mais qui des fois, quand on est très occupé, qu'on est concentré sur d'autres choses, ou sur les symptômes que sont en train d'évoquer le patient, ça peut être difficile. Ou on peut transposer ça effectivement sur l'étudiant aussi, quand il raconte certaines choses, on n'est pas toujours attentif à tout ce qu'il dit. Voilà. La deuxième, c'est effectivement tenir compte des biais implicites. Vous vous rappelez le syndrome méditerranéen qu'on a évoqué au début, Jean-Rodolphe l'a très bien détaillé après, c'est si on a affaire à une personne par exemple de type méditerranéenne, est-ce qu'on n'a pas un risque de traiter sa douleur de façon inadaptée? Ou si on a un patient, si on a un étudiant dont on sait qu'il a déjà eu des mauvais résultats à des anciennes évaluations, est-ce que par défaut on ne va pas prendre le risque de le traiter comme si potentiellement il allait rater toutes les suivantes? Donc c'est ce liste des biais implicites effectivement qui nous semblait intéressante, et l'article dit effectivement tenir compte et après s'adapter à ces biais implicites. Et puis effectivement c'est la co-construction qui avait très bien évoqué un groupe, travailler en partenariat effectivement. Alors l'article liste 2-3 phrases de questions. Qu'est-ce que vous voudriez? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Des phrases qui peuvent effectivement permettre de décider d'accompagner le patient, lui montrer de la confiance de cette façon-là. Ou le patient, ou pardon, l'étudiant, je vais arriver à confondre un peu le tout, ou effectivement l'étudiant en disant, ben voilà, qu'est-ce que vous souhaitez vous dans la suite de la formation? Comment est-ce que vous vous positionnez actuellement? Qu'est-ce qui est important pour vous dans vos apprentissages? Donc on va retrouver un peu des thématiques identiques de ce point de vue-là. Et puis dernier aussi, c'est ce qu'évoquait Jean-Rodolphe entre l'agentivité et pour trouver la bonne distance. Ce que vous dites tout à l'heure était intéressant sur le patient est là pour être soigné et le médecin est là pour soigner. Et puis on se rend compte qu'avec l'évolution des maladies, notamment les maladies chroniques, c'est ce que liste un peu l'article aussi, il dit que le patient, il n'est pas juste là pour être soigné, des fois aussi, il est là pour être accompagné dans la prise en charge de sa maladie. Et où là, du coup, il va chercher un médecin qui va être proche, qui va permettre de renvoyer un peu d'informations. On l'a évoqué en groupe ce matin sur l'éducation thérapeutique, ce genre de choses aussi, mais pas trop proche, donc de trouver un équilibre effectivement là-dessus. Donc voilà, montrer la confiance et trouver la juste distance avec le patient, notamment. Voilà un peu pour les réflexions qu'on avait avec Jean-Rodolphe et qu'on voulait partager avec vous autour de cet article. Je ne sais pas si vous avez des questions désormais, dans les 5 minutes qui nous restent. Ou une réflexion que vous voulez partager éventuellement? Ou un apport supplémentaire. Ok, on a attendu les 10 secondes réglementaires et les sacerdotales qui sont inscrits dans la Bible Ancien Testament. Merci à vous en tout cas. Rendez-vous le mois prochain, 3 semaines au mois. À bientôt les autres.